Vers la fin du mois d'octobre dernier, quelque temps après l'heure à laquelle s'ouvrent les maisons de jeu, conformément à la loi qui protège, à Paris, une passion essentiellement budgétifiante, un jeune homme vint au Palais Royal et, sans trop hésiter, monta l'escalier du tripot établi au numéro 39. « Monsieur, votre chapeau, s'il vous plaît !» lui cria d'une voix sèche et grondeuse un petit vieillard blême accroupi dans l'ombre, protégé par une barricade, et qui, se levant soudain, fit voir une figure moulée d'après un type ignoble. Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Seulement, à peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert que déjà votre chapeau ne vous appartient pas plus que vous ne vous appartenez à vous-même. Vous êtes au jeu, vous, votre fortune, votre coiffe, votre canne et votre manteau. À votre sortie, le jeu, par une atroce épigramme en action, vous démontrera qu'il vous laisse encore quelque chose en vous rendant votre bagage. Mais si, par malheur, vous venez avec une coiffure neuve, vous apprendrez à vos dépens qu'il faut avoir un costume de joueur et surtout ne pas être sujet au rhume de cerveau. Il entra résolument dans la salle d'où l'or faisait entendre une prestigieuse musique. Ce jeune homme était probablement poussé là par la plus logique de toutes les éloquentes phrases de Jean-Jacques Rousseau et dont voici, je crois, la triste pensée. Oui, je conçois qu'un homme aille au jeu, mais c'est lorsqu'entre lui et la mort, il ne voit plus que son dernier écu. Le soir, les maisons de jeu n'ont qu'une poésie vulgaire, mais dont l'effet est assuré comme celui d'un mélodrame plein de sang. Les salles sont garnies de spectateurs et de joueurs, de vieillards indigents qui viennent s'y réchauffer, de phases agitées, d'orgies commencées dans le vin et près de finir dans la scène. La passion y abonde, mais le trop grand nombre d'acteurs vous empêche de contempler face à face le démon du jeu. Mais comprenez-vous tous que doit avoir de délire et de vigueur dans l'âme un homme qui attend avec impatience l'ouverture d'un tripot? Alors seulement vous rencontrerez des yeux dont le calme effraie, des visages qui vous fascinent, des regards qui soulèvent les cartes et les dévorent. Oui, les gens prêts à se brûler la cervelle après être venus tenter le sort une dernière fois, marchant de leur souffrance avant le dîner. Passé 8 heures, il n'y a plus que des rages accidentelles dues à des hasards de cartes. La rouge ou la noire ont gagné 10 fois de suite. Entrez, quelle nudité! Les murs couverts d'un papier gras à hauteur d'homme n'offrent pas une image qui puisse rafraîchir l'âme, pas même un clou pour faciliter le suicide. Le parquet est toujours malpropre, une table ronde occupe le centre de la salle et la simplicité des chaises de paille pressées autour de ce tapis usé par l'or annonce une curieuse indifférence du luxe chez ces hommes qui viennent périr là pour la fortune et pour le luxe. Au moment où le jeune homme entra dans le salon, quelques joueurs s'y trouvaient déjà. 7 ou 8 spectateurs debout, rangés de manière à former une galerie, attendaient les scènes que leur préparaient les coups du sort, les figures des acteurs, le mouvement de l'argent et des râteaux. Ces désœuvrés étaient là, silencieux, immobiles, attentifs, comme est le peuple à la grève quand le bourreau tranche une tête. Le tailleur et le banquier venaient de jeter sur les ponteurs ce regard blême qui les tue et disaient d'une voix grêle « Faites le jeu !» Quand le jeune homme ouvrit la porte. Alors le silence devint en quelque sorte plus profond et les têtes se tournèrent vers le nouveau venu par curiosité. Mais, chose inouïe, les vieillards émoussés, les employés pétrifiés, les spectateurs et même l'Italien fanatique, tous éprouvèrent, à l'aspect de l'inconnu, je ne sais quel sentiment épouvantable. Au premier coup d'œil, les joueurs lurent sur le visage du novice quelque horrible mystère.
ses jeunes traits étaient empreints d'une grâce nébuleuse. Dans son regard, il y avait bien des efforts trahis, bien des espérances trompées. La morne impassibilité du suicide donnait à son front une pâleur mate et maladive. Un sourire amer dessinait de légers plis dans les coins de sa bouche. Il y avait sur toute sa physionomie une résignation qui faisait mal à voir. Quelques secrets génies scintillaient au fond de ses yeux voilés par la fatigue d'une orgie, car la débouche marquait de son sale cachet cette noble figure, jadis pure et brillante, maintenant dégradée. Comme, lorsqu'un célèbre criminel arrive au bagne, les condamnés l'accueillent avec respect, ainsi tous ces démons humains, experts en torture, saluèrent une douleur inouïe, une blessure dont ils soupçonnaient par instinct la profondeur, et reconnurent un de leurs princes à la majesté de sa muette ironie, à l'élégante misère de ses vêtements. Cette figure avait encore 25 ans, et le vice paraissait y être un accident. La verte vie de la jeunesse y luttait encore avec les fatigues d'une orgie, avec les rages d'une impuissante lubricité. Les ténèbres et la lumière, le néant et l'existence s'y combattaient en produisant tout à la fois de la grâce et de l'horreur. Il marcha droit à la table et, s'y tenant debout, il jeta sans calcul sur le tapis une pièce d'or qu'il avait dans la main. Puis, abhorrant comme les âmes fortes de chicanières incertitudes, il lança sur le tailleur un regard tout à la fois turbulent et calme. L'intérêt de ce coup était si puissant que les vieillards ne firent pas de mise, mais l'Italien, saisissant avec le fanatisme de la passion une idée qui lui souriait, ponta sa masse d'or en opposition au jeu de l'inconnu. Le banquier oublia de dire ces phrases qui se sont à la longue converties en un cri rauque et inintelligible. « Faites le jeu est fait, rien ne va plus !» Le tailleur étala les cartes en paraissant souhaiter bonne chance au dernier venu, indifférent qu'il était à la perte ou au gain fait par les entrepreneurs de ces sombres plaisirs. Tous les yeux, arrêtés sur les cartons fatidiques, étincelaient, car les spectateurs voyaient un drame et la dernière scène d'une belle vie dans cette pièce d'or. Mais, malgré l'attention avec laquelle ils regardèrent alternativement le jeune homme et les cartes, ils ne purent apercevoir aucun symptôme d'émotion sur sa figure froide et résignée. « Rouge perd !» dit officiellement le tailleur. Une espèce de râle sourd sortit de la poitrine de l'Italien lorsqu'il vit tomber le paquet de billets que lui jeta le banquier. Quant au jeune homme, il ne comprit sa ruine qu'au moment où le râteau s'allongea pour ramasser son dernier Napoléon. L'inconnu ferma les yeux doucement, ses lèvres blanchirent, mais il releva bientôt ses paupières. Sa bouche reprit une rougeur de corail. Il affecta l'air d'un Anglais pour qui la vie n'a plus de mystère, et disparut sans mendier une consolation par un de ces regards déchirants que les joueurs au désespoir lancent assez souvent sur la galerie taciturne dont ils sont entourés. Que d'événements se pressent dans l'espace d'une seconde, et quel abîme est donc la cervelle humaine. « Voilà pourtant toute une destinée !» dit en souriant le croupier après un moment de silence, en tenant cette pièce d'or entre le pouce et l'index, et la montrant aux assistants. « C'est un cerveau brûlé qui va se jeter à l'eau !» répondit un habitué, car tous les joueurs se connaissaient. « Bah !» s'écria le garçon de bureau en prenant une prise de tabac. Le jeune homme passait sans réclamer son chapeau, mais le vieux molosse, ayant remarqué le mauvais état de cette guenille, la lui rendit sans proférer une parole, et le joueur restitua la fiche par un mouvement machinal. Puis il descendit les escaliers en sifflant le dit tanti palpiti d'un souffle si faible qu'il en entendait à peine lui-même les notes délicieuses, et il se trouva bientôt sous les galeries du Palais Royal.